something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format spécial qui revient chaque semaine sur un épisode de la saga James Bond, histoire de préparer le terrain avant la sortie du 25e film le 8 avril prochain. Et après avoir parlé des meilleurs opus de la période Sean Connery et de l'unique mais indispensable épisode tourné par George Lazenby, on entame cette semaine sur une période importante de la franchise James Bond, celle de Roger Moore. Et pour l'inaugurer, on fait l'impasse sur Vivre et laisser mourir, sorti en 1973, et on passe directement à L'homme au pistolet d'or, qui débarque un an plus tard. Et c'est Robin Jaunin qui va nous en parler. Salut Robin. Salut Thibaut. Alors, on le disait dans le dernier épisode, George Lazenby n'a pas enchaîné sur un deuxième film après Au service secret de Sa Majesté, et les producteurs sont allés rechercher Sean Connery pour un dernier film en échange d'un joli cachet, on peut le dire, mais après Les Diamants sont éternels, c'est définitivement terminé, il faut à nouveau trouver un nouvel acteur pour incarner James Bond. Oui, effectivement Thibaut, puis c'est donc Roger Moore, le troisième interprète de l'agent 007. Tu l'as dit, il a repris le rôle pour Vivre et laisser mourir l'an passé, donc on nous avait déjà un petit peu posé le personnage, et un personnage quand même sacrément différent, on peut le dire, de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ça tranchait pas mal avec les incarnations de Sean Connery et même de Lazenby. Ouais, effectivement, parce que, alors même si clairement il est toujours dragueur, il aime toujours les femmes, il a une décontraction qui est parfois assez étonnante. Il y a un côté assez ironique, presque second degré. On est presque... Alors, c'est peut-être, le mot est peut-être un peu fort, mais on est presque dans du nanar à certains moments, en tout cas. Vivre et laisser mourir, c'est vrai qu'il y avait une dose d'humour qui était parfois un peu malvenue, surtout quand on voit le Sean Connery relativement brutal, qui avait disons porté ses traits pour la première fois, donné ses traits pour la première fois à James Bond. Donc là on vire quand même sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est le 9e film de la saga, donc le personnage est quand même gentiment posé. C'est d'ailleurs la 4e fois que le film est réalisé par Guy Hamilton. Donc lui, il continue en fait sur sa lancée. Qui avait donc commencé avec Goldfinger et qui avait déjà réalisé les deux précédents, Les Diamants sont éternels et Vivre et laisser mourir. Voilà. Et puis c'est clair que quand on regarde la manière de présenter Roger Moore dans ce Vivre et laisser mourir, il est quand même en peignoir avec ses initiales JB. Chez lui, en train de faire du café. Voilà, c'est là qu'il reçoit M et Q notamment pour partir en mission. Donc là, on passe tout de suite au deuxième film, L'homme au pistolet d'or, où finalement on va vraiment s'ancrer dans la période actuelle. On est en 1974 pour la sortie du film. Il faut savoir qu'on est à l'époque du premier choc pétrolier, donc on est en 1973, et c'est clairement le thème dominant du scénario. C'est d'ailleurs assez drôle de le voir maintenant en 2020, parce que en fait James Bond, on en parlera un petit peu après, mais James Bond doit aller récupérer un panneau solaire, voilà, pour faire très simple, et je trouve ça assez rigolo. Voilà, en 2020 on a toujours ces préoccupations de l'énergie, etc. Et donc, on sent clairement que le Royaume-Uni ne s'est pas remis de cette crise pétrolière. Et donc, en fait, James Bond est envoyé à la recherche de cet engin capable, en fait, de capter l'énergie solaire. Donc, ça résonne encore pas mal aujourd'hui. Mais alors ça, c'est effectivement une constante dans la saga de faire écho à l'actualité politique. Mais une autre promesse de ce film, et c'est ça qui en faisait un projet intéressant au départ, c'était son pitch de base, le point de départ, dans lequel en fait Bond se retrouve être pris pour cible par Francisco Scaramanga, qui nous est présenté comme le meilleur assassin du monde. C'est l'homme au pistolet d'or, c'est lui. Et on imagine du coup déjà l'affrontement assez dantesque que ça peut amener entre l'homme au pistolet d'or et James Bond, justement. Le point de départ, c'est clairement le grand intérêt du film. Ouais. Surtout que cet affrontement est finalement teasé vraiment pendant une très longue partie du film. C'est-à-dire qu'en fait, la scène pré-générique, où on est quand même souvent habitué à voir James Bond qui va
voilà, soit se sortir de sa mission d'avant, soit voilà, profiter un petit peu. Là, vraiment, toute la partie pré-générique est dédiée au méchant, qui est vraiment posé dans son personnage, le contexte, le fait qu'il est extrêmement fort. En fait, c'est donc ce méchant, en fait, une base sur une île où toute la cave est en fait construite un petit peu en forme d'un parcours de parc d'attractions. Ouais, c'est un labyrinthe un peu psychédélique. Voilà, exactement, avec justement beaucoup de psyché. Il y a des cow-boys qui sortent d'un faux saloon, etc., etc. Des miroirs, des pièges, plein de trucs. Un environnement Et un serviteur qui est là et qui en fait engage des tueurs à gages pour essayer de tuer son patron. Puis en fait, on comprend qu'en fait, c'est des petites mises à l'épreuve pour vraiment montrer qu'il est l'homme le plus fort du monde. Donc vraiment, avant le début de ce générique, j'étais là, wow, ok, là ils ont posé le méchant, on sait qui c'est, on sait que c'est le type le plus balèze avec un flingue qu'il est possible d'avoir sur cette terre, l'homme au pistolet d'or. Ça va clairement envoyer du lourd. D'autant qu'il n'est pas incarné par n'importe qui, cet homme au pistolet d'or. Et c'est comme ça que d'ailleurs tu me l'as vendu, puisque c'était un film que je n'avais jamais vu. Tu m'as dit le méchant c'est Christopher Lee. J'ai dit ok, je signe. Christopher Lee, hein, donc en méchant, Saruman, Comte Dooku, Dracula, tellement de méchants iconiques de l'histoire du cinéma. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir, hein. Quel charisme encore une fois en tant que méchant. Pour les deux petites histoires, Christopher Lee à la base c'est le cousin de l'auteur Ian Fleming quand même. Cousin par alliance, ouais. Voilà, donc il est par alliance certes, mais même ça marche quand même. Donc il vient jouer dans ce film-là, et puis surtout que, selon certaines sources un peu concordées comme ça, eh bien c'était lui qui était pressenti au début pour incarner Dr No dans le premier film. Donc finalement la boucle est un petit peu bouclée. Et le rendez-vous manqué est rattrapé dans ce film-là. Exactement, donc il finira finalement par entrer dans l'univers de James Bond. Ensuite, on arrive sur un générique tout à fait sympathique, avec une musique assez catchy, assez entraînante. Et là, vraiment, je me dis, si ils nous font l'inverse, c'est-à-dire que là, pour l'instant, sur les premiers films, c'est souvent James Bond qui court après le méchant. Qu'est-ce que ça peut être bien si on inverse les rôles et que c'est le méchant qui court après James Bond? C'était assez excitant comme promesse. Super excitant. Et en fait, ça se dégonfle un petit peu quand même, parce que très rapidement, malheureusement, on revient en fait dans les rôles habituels, c'est-à-dire que c'est James Bond qui, pour éviter d'attendre la mort, décide de prendre le taureau par les cornes et d'aller lui-même essayer de trouver ce méchant-là et de l'abattre avant que lui ne l'abatte. Donc finalement, voilà, les rôles sont complètement inversés. C'est James Bond qui repart à la quête d'indices pour essayer de le rencontrer. Et on revient sur finalement une trame assez classique pour un James Bond. Ouais, c'est ça que je trouve aussi assez décevant dans le film, c'est que très vite, en fait, on se rend compte que le scénario se contente pas justement de ce point de départ simple et super prometteur, qui est bêtement l'affrontement entre Bond et Scaramanga. Et d'ailleurs, je crois que c'était le point de départ du premier script, mais qui avait été jugé trop intimiste par les producteurs. Et donc, on revient finalement à nouveau une nouvelle intrigue technopolitique avec un MacGuffin qui est pas très intéressante et effectivement qui éloigne un peu le film de ce qu'il aurait pu être. Ouais, je suis d'accord, parce qu'on va passer justement un moment, alors il faut chercher cette cellule qui permet d'activer le panneau solaire, qui permet de tout ça. Et finalement, on perd un temps absolument incroyable pour comme tu dis, quelque chose qui n'apporte en soi absolument rien. Moi, je pense que j'aurais été complètement pris si on m'avait juste vendu James Bond contre le meilleur tireur du monde, l'homme au pistolet d'or, qui est vraiment, comme je disais, en plus vraiment iconisé au début du film. Et il a sa base est simplement incroyable. Son pistolet, en fait, se dévisse, et donc en fait, il peut simplement le mettre dans une poche. Donc vraiment, il y a des moments, en fait, ils arrivent à créer des moments de tension grâce, en fait, à ce pistolet qui peut finalement monter en 20 secondes peut-être. Donc voilà, à chaque fois qu'il est à table, chaque fois qu'il y a une discussion, etc., tu te dis, mais est-ce qu'il n'est pas en train de monter son pistolet d'or sous la table? Et voilà, on nous l'a suffisamment présenté comme il tire une balle et son adversaire meurt, que vraiment il y a cette tension qui est créée, mais qui finalement n'apporte pas grand-chose, parce qu'on va, comme tu disais, retomber un peu dans ces travers de James Bond, et encore plus, j'ai envie de dire, dans ses travers de Roger Moore, parce que effectivement, on a là cette fois vraiment affaire à un James Bond beaucoup plus second degré, qui ne prend pas forcément les choses
de manière trop sérieuse, qui fait des blagues, qui est un petit peu lourde. Ouais, il est très détaché et Ouais, le personnage en complètement. fait est a priori assez fidèle à ce qu'est Roger Moore, l'acteur lui-même, parce que c'était souvent quelqu'un qualifié comme voilà, un acteur justement très gentil, assez décontracté, qui faisait plein de blagues et qui prenait pas grand-chose au sérieux. Et là, alors l'idée des producteurs c'était ok, on a retenu la leçon de Lazenby, ça sert à rien d'essayer de retrouver un nouveau Sean Connery, il faut essayer de se renouveler. Et c'était peut-être pertinent de vouloir explorer une nouvelle possibilité du personnage, mais comme tu le dis, ce détachement constant, ça nuit un petit peu à la crédibilité du tout. Ouais, ça nuit à la crédibilité. Bah, ça l'a déjà nuit un petit peu dans Vivre et laisser mourir, dont voilà, on n'évoque pas ici, mais que je trouve en dessous de L'Homme au pistolet d'or, presque un peu parfois le côté nanar. Donc ce film-là qui vraiment se focalisait un peu sur faire un film de blaxploitation en fait. Hein. On était dans la Nouvelle-Orléans, il y avait du vaudou, etc., etc. Là, on est presque sur. Alors c'est relativement léger, mais un peu sur des films d'arts martiaux. C'est ça, parce Et que il y a une scène juste pas possible avec du kung-fu. où James Bond fait du kung-fu contre des écoliers d'une école justement d'arts martiaux et ça part un peu dans tous les sens, c'est assez relativement déconcertant. Mais encore une fois, c'est-à-dire que même si en soi c'est rigolo de voir James Bond se battre et faire du kung-fu, bah, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment cet affrontement qu'on nous a teasé pendant pratiquement 2 heures. Et auquel on va saupoudrer de l'humour. Le serviteur de Scaramanga, en fait c'est un nain, et on va rire de ça, on va lui mettre dans des situations un petit peu improbables, pour rire en fait. D'ailleurs, de sa l'affrontement petite taille. final, c'est contre ce petit serviteur plutôt que contre Scaramanga. Voilà. Un affrontement qui est d'ailleurs assez risible. Ouais, tout à fait. Et puis, en plus, un des autres problèmes du film, je trouve, c'est en fait la James Bond Girl, interprétée ici par Britt Ekland, et appelée Marie Bonne Nuit en français. Clairement, moi, ça m'a donné envie d'aller me coucher, parce que c'est un traitement absolument ridicule en fait. C'est vraiment la blonde de service. C'est la blonde de service qui ne comprend absolument rien, qui ne fait que des conneries. Enfin, vraiment, quand on voilà, c'est pas pour dire. Je sais, l'époque a changé, tout ça, mais même, je veux dire, à quel moment, même en 1974, tu fais un personnage comme ça qui n'a absolument aucun intérêt à part être vraiment, je suis désolé du terme, mais la cruche qui va suivre James Bond, faire 3 blagues, se faire rembarrer parce que on comprend qu'elle aimerait bien qu'il se passe quelque chose avec James Bond. James Bond ne va en avoir mais rien à faire. Il va la mettre dans un placard, il va servir l'autre nana qui vient débarquer. Enfin, c'est absolument improbable. Donc c'est très gênant pour ce personnage qui est vraiment extrêmement mal exploité. Ouais, d'autant qu'on a eu dans les précédents films encore, sans même comparer aux films actuels, dans les premiers films, on a eu largement des James Bond girls beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus travaillées, ne serait-ce que au service secret de Sa Majesté, justement. Mais là, dans les personnages féminins, par contre, moi je te rejoins complètement sur la James Bond girl, mais je sauverais peut-être le personnage de Maud Adams, qui est la comparse de Scaramanga, qui est peut-être un peu plus fouillée. Oui, je suis d'accord. Maud Adams, qu'on reverra d'ailleurs dans d'autres James Bond, puisque c'est elle notamment qui jouera Octopussy. Mais sinon, c'est vrai que... Oui, parce qu'elle est méchante, et puis en fait, elle est un peu la porte-parole de Scaramanga, parce qu'il ne se montre jamais. Personne ne connaît sa tête, donc en fait elle joue un peu son acolyte tout simplement, donc elle est un tout petit peu plus travaillée. Ça je suis d'accord. Par contre, vraiment la James Bond girl qui va suivre James Bond durant la grande majorité du film, clairement elle est complètement ratée, et je trouve ça dommage. Donc j'ai passé un moment assez sympathique, effectivement. Il y a 2-3 scènes un petit peu rigolotes, presque loufoques. Enfin, franchement, les arts martiaux là, c'est finalement t'en ris assez. Oui, parce que la période Roger Moore, en fait, finalement, tu l'as déjà évoqué, c'est vraiment la période où la franchise va devenir un petit peu racoleuse et lorgner un peu à droite à gauche pour piquer des choses à des genres qui marchaient à l'époque. La blaxploitation, là, c'est le film d'arts martiaux dans ce film-là, mais c'est aussi à partir de ce moment-là où Roger Moore oblige, on est un peu plus dans la parodie, dans l'humour potache. Il y a aussi quand même tout un passage avec un shérif qu'on voyait déjà dans Vivre et laisser mourir, qui est assez embarrassante. Ouais, non, il revient. Voilà,
il revient pour 4 la blague. minutes, pour la blague, etc. Clairement, c'est de l'humour assez, assez facile. On va récupérer cet enquêteur parce que on l'avait mis dans Vivre et laisser mourir, et puis du coup, ça nous faisait marrer de le remettre. Là, il était en vacances dans le coin, Voilà, alors c'est ça tombe bien. exactement. Parce que pour la petite histoire, le bouquin en fait se passe en Jamaïque, sauf que comme souvent les adaptations de James Bond, on prend quand même quelques libertés avec le bouquin. Et puis vu surtout que la Jamaïque était déjà apparue dans Doctor No et dans le film précédent Vivre ou laisser mourir, on a déplacé l'intrigue en Orient. Donc on retrouve notre shérif, qui pour le coup vraiment n'amène rien. Donc en fait c'est un peu dommage parce que vraiment sur le papier il y avait des très bonnes choses et il y a un propos de départ qui est vraiment intriguant, intéressant et qui peut être catchy. Il y a plein de bons points, justement Christopher Lee il inonde le film et Le charisme incroyable. absolu. Ouais, non, clairement. Et rien que pour ça, tu as envie de suivre le film. Tu dis, j'ai presque envie de le suivre que lui. Et il y a aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais une des parts importantes d'un film James Bond, c'est aussi l'action, bêtement. Et là, les films Roger Moore, c'est aussi, on va aussi gentiment commencer, alors ça viendra plus dans les suivants, mais à se lâcher un peu plus dans le spectacle et dans le divertissement décomplexé. Alors là, moi, j'ai quelques réserves sur Guy Hamilton, que je trouve, même sur Goldfinger, c'était un peu la limite du film. Je trouve sa mise en scène beaucoup plus plan-plan qu'un Terence Young, par exemple. Mais il livre quand même quelques jolies cascades dans ce film-là. Il y a des choses à se mettre sous la dent. Oui, alors effectivement, en termes d'action, il y a des choses à se mettre sous la dent. Il y a des explosions, il y a évidemment une course-poursuite. Donc ça, on a toujours ça. Donc effectivement, en termes de grand spectacle, on apprécie. Il y a 2-3 trucs assez rigolos. Il y a un plan quand même assez sympa où une voiture fait un saut au-dessus de l'eau et fait un tour complet sur elle-même, et qui est une cascade qui a été réalisée pour de vrai. Ouais. Et ça fait encore le travail. Ça sent, clairement. Ça marche très bien. C'est aussi assez rigolo avec le recul de voir aussi comment il percevait l'énergie solaire en 1970 et des poussières. Avec il y a je crois un panneau solaire qui sort d'une falaise comme ça. C'est assez rigolo. Qui capte l'énergie et qui peut faire exploser des avions avec. Ouais, clairement. Par contre, c'est vrai, et on revient un petit peu là-dessus, mais quand on tease un affrontement comme ça pendant 2 heures, pour ce résultat-là, on va pas spoiler, mais moi j'ai été extrêmement déçu par le dénouement, en fait, par l'affrontement final. Je trouve ça un peu dommage. Mais on s'en est mis avant un peu sous la dent, ça c'est clair, mais je trouve que le final est un peu décevant, et comme tu le dis, finalement, le final n'est pas le final, puisqu'il y a encore un combat, petit épilogue, un petit épilogue avec le nain. Non, c'est vrai que ce qui résume assez bien le film, c'est l'idée de promesses non tenues, parce que même quand enfin on assiste à la rencontre entre Bond et Scaramanga, cette scène de dîner que tu évoquais tout à l'heure, la rencontre marche assez bien, je trouve, parce que Christopher Lee en impose, parce que enfin Roger Moore a l'air un peu de prendre les choses au sérieux, mais le combat en lui-même, l'affrontement, effectivement, c'est assez plat. Ouais, non, puis on te le tease bien, parce que vraiment, pendant tout le film, tu sens, ok, la première fois qu'ils vont se rencontrer, probablement qu'un aura un pistolet, il va pouvoir lui tirer dessus, il va se passer quelque chose. Et en fait absolument pas. La première fois qu'ils se rencontrent, c'est dans un combat de boxe. Ils sont dans le public, et en fait, ils se retrouvent côte à côte, et ils commencent à discuter. Et puis ensuite, il y a effectivement cette histoire de dîner. Donc, c'est assez bien amené, parce qu'en fait ça détourne un petit peu tes attentes, parce que aussi Scaramanga a l'air d'avoir une sorte de respect envers James Bond, donc il n'a pas juste envie de lui tirer dans le dos comme ça bêtement. Ils se jaugent un peu l'un l'autre, et ils se rendent compte qu'ils se rejoignent sur pas mal de points. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la scène du dîner, une discussion à ce sujet-là. Comme on dirait en sport, en fait, il y a clairement un round d'observation où vraiment ils vont discuter, ils vont regarder, ils vont jauger l'autre, etc., avant finalement d'avoir un duel de pistolet sur la plage, voilà, mais qui finalement termine dans la cave. Mais voilà, je trouve que c'est effectivement, comme assez justement, et ça pourrait d'ailleurs être le titre de l'épisode, le film des promesses non tenues, où on va t'en tartiner une couche et finalement on va pas les résoudre. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment encore une fois. Christopher Lee est probablement pour beaucoup là-dedans, mais c'est dommage, on aurait pu vraiment avoir un excellent épisode de James Bond.
Ouais, mais au final, des résultats mitigés et qui se retrouvent aussi d'ailleurs dans l'accueil du film, parce que le box-office est pas catastrophique, mais assez décevant pour la franchise. Ils sont inférieurs au précédent, les scores, très clairement. Et après 2 films plutôt timorés avec Roger Moore, donc Vivre et laisser mourir, et celui-ci, on se dit qu'il va falloir pour de bon convaincre, et peut-être en augmentant les ambitions et en revenant à du vrai grand spectacle. Mais ça, ce sera évidemment pour la prochaine fois. Pour l'instant, c'est donc tout pour ce qui est de L'Homme au pistolet d'or. Merci d'être venu nous en parler, Robin. Merci Thibaut. On se retrouve donc la semaine prochaine et on continue dans la période Roger Moore, puisqu'on parlera de L'espion qui m'aimait. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours, à nous dire quel est votre James Bond préféré, même si c'est Roger Moore, hein, on est prêt à discuter. On peut rentrer en négociation. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. À une prochaine. Ciao, ciao.